Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire L'engagement paternel et la coparentalité dans les familles militaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes de Vitam, Centre de recherche en santé durable. Cette activité est gratuite et offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service de transfert de connaissances et de rayonnement. Notre mandat consiste à contribuer au transfert et à la mobilisation et à la valorisation des connaissances issues d'innovations exemplaires ou de pointe ou de résultats de recherche en lien avec les 4 désignations universitaires. Aussi, notre mandat vise à assurer le rayonnement de la mission universitaire et à exercer un leadership à l'échelle locale, régionale et internationale. Donc, avant de débuter ce webinaire, il y a quelques règles à expliquer. Donc, les micros doivent être fermés, de même que les caméras, durant tout le long du webinaire. Le webinaire sera enregistré et après, on vous fournira un lien pour aller le suivre. Aussi, en ce qui concerne les attestations, à la fin du webinaire, on va vous envoyer un lien form dans lequel vous devez évaluer le webinaire. Et à l'issue de ce lien form, on vous enverra les attestations. Vous avez une semaine, soit le 26 mars, pour répondre à ce lien form. Je vais passer la parole maintenant à David qui va présenter les différentes personnes qui vont faire le webinaire. Merci. Alors, bonjour, merci beaucoup Liliane, puis merci à tous ceux qui se joignent à nous pour une nouvelle édition des webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Alors, qu'est-ce que sont les webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes? Ce sont des activités de transfert des connaissances qui visent à en mettre en valeur les savoirs, les connaissances qui sont développés en santé et bien-être des hommes et notamment par les chercheurs membres du pôle d'expertise. Donc, écoutez, si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre organisation, si vous souhaitez obtenir des outils en lien avec la santé et bien-être des hommes, voir des résultats de recherche, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet à l'adresse pôlesbh.ca. Vous pourrez également trouver des liens pour revoir nos webinaires passés. Alors, cela dit, donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous Tamara Pierce, qui est professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval, chercheure régulière au GEFAR, Centre de recherche jeunes, familles et réponses sociales, membre de l'équipe Paternité, Famille et Société, ainsi que membre du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Alors, aujourd'hui, elle sera accompagnée de Mathieu Bouchard, qui est intervenant et coordonnateur à l'action bénévole et communautaire au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'engagement paternel et de coparentalité et voir comment ça se conjugue avec le vécu des familles militaires. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de donner votre temps pour le bénéfice des personnes qui assistent au webinaire ainsi que pour les personnes qui assisteront en différé au webinaire. Donc, cela dit, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers et je vous souhaite une belle et bonne conférence. Bonjour, je vais commencer en nous présentant, si vous voulez bien. Donc, on parle de l'engagement paternel et de la coparentalité dans les familles militaires, comme David nous a introduit. Je suis Tamara Pierce de l'École de psychologie à l'Université Laval et Mathieu Bouchard, qui est au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Ce qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui, c'est d'une part un peu une mise en contexte sur le vécu des familles militaires et des présentations d'un projet de recherche que j'ai mené avec mon équipe auprès de pères et de mères de familles militaires. Et ensuite, Mathieu vous parlera du Centre des ressources pour les familles militaires Valcartier, qui ils sont, les services qu'ils y offrent et comment ils ont adapté leurs services aux pères.
Donc, les familles militaires, qui sont-elles? Oh, d'ailleurs, je voulais poser une question. Si vous avez un téléphone pas loin, vous allez pouvoir participer. J'ai prévu une petite question pour savoir ce que vous savez des familles militaires. Hein, donc, vous pouvez prendre l'image à l'écran si vous la voyez, donc qui vous permettra de vous connecter à la question. Et on n'a pas de rétroaction, je ne sais pas si vous êtes bien connecté, mais vous pouvez également entrer dans votre moteur de recherche l'adresse wooclap, wooclap.com et utiliser le code CKCKOD pour vous connecter. Je vous pose la question, hein, je vous demande, selon vous, qu'est-ce qui dans la vie militaire peut poser un défi pour les parents? Donc, en général, pour la vie parentale, pour assumer les responsabilités qu'on a à prendre soin de nos enfants. En un mot, qu'est-ce qui, selon vous, ce que vous connaissez de la vie militaire peut poser défi? Là, je vois les réponses entrées. On a déjà 17, 20 personnes déjà. Un petit peu de patience. On aurait pu vous dire à l'avance qu'on voulait que vous ayez un téléphone sous la main. Hein? On ne l'a pas fait. Donc, on a une majorité de gens qui ont participé. On va aller voir la réponse. Donc, dans les éléments que vous soulignez, on parle d'éloignement, d'absence, déménagement, déploiement. Les mots qui ressortent le plus nous parlent de ce que vous connaissez, mais aussi de ce qui est une réalité. Un des éléments qui caractérise la vie de famille militaire, c'est celui de vivre des séparations, alors qu'il n'y a pas nécessairement de séparation des parents. Donc, ils vivent la séparation malgré le fait de demeurer en union. Donc, vous avez une bonne connaissance de base d'un des gros enjeux des familles militaires. On va aller poursuivre hein, pour en parler un peu plus en détail. Oups. Ici, on continue. Donc, effectivement, la recherche nous dit que les familles militaires sont confrontées à des défis particuliers. Donc, elles ont un vécu à part du fait qu'elles vivent les absences du parent militaire, que ce soit pour des déploiements, mais aussi pour des formations, des entraînements, puis un phénomène qu'on appelle la restriction imposée. C'est quand le parent militaire est affecté à une autre base et doit, soit temporairement ou de manière permanente, mais temporairement, travailler dans un autre lieu. Il y a les mutations, c'est-à-dire où les familles sont appelées à se relocaliser lorsque le militaire est muté à une autre base. On sait par la recherche qu'il y a eu des enjeux particuliers au niveau du bien-être et de la santé mentale ou physique, que ce soit du parent militaire, mais aussi du parent civil et des enfants. Donc, il y a des enjeux particuliers auxquels ils sont confrontés. Ils vivent des stress particuliers aussi, que ce soit au niveau financier ou au niveau relationnel. Au niveau financier, en lien avec les mutations et les relocalisations plus fréquentes. Puis au niveau relationnel, évidemment, avec toutes les tensions qui peuvent s'en suivre. Quand on décrit les familles militaires, on a souvent une image en tête. Hein? On a l'image du père militaire, de la mère civile et de leurs enfants. Bien, c'est la configuration familiale la plus typique qu'on retrouve chez les familles militaires canadiennes. Par contre, ce n'est pas la seule. Comme vous voyez, c'est 59 des familles militaires qui se caractérisent par cette configuration-là. Donc, on a des couples on a des familles où les deux parents sont militaires. On a aussi des familles où de parents séparés, où c'est soit la mère militaire qui vit seule avec ses enfants ou le père militaire qui va avoir des gardes partagées ou autres, ou ça peut être du côté du parent militaire, du père militaire. Donc, on a plusieurs configurations, même si celle-ci est la plus typique.
La vie militaire pose des défis pour les relations familiales. Les relations de couple ont été bien étudiées. On voit qu'il y a plus de tensions, de défis dans la vie conjugale. La relation parent-enfant aussi, de par les absences du parent militaire, est éprouvée, est mise à l'épreuve. De manière générale, puisque la majorité des militaires sont des pères, on se questionne aussi sur le rôle du père militaire et de son engagement auprès des enfants. Mais c'est étonnant de voir qu'il y a très, très peu de recherches qui ont abordé la relation coparentale. Hein? On a trouvé 2 études qui s'intéressent à l'expérience qui s'intéressent au fonctionnement coparental en lien avec les absences. Une étude aux États-Unis en lien avec le vécu d'un déploiement, donc envoyé en mission, et c'était surtout un échantillon de réservistes, donc des gens qui ont un emploi au civil une majorité du temps et qui vont être déployés ou actifs à certains moments. Et le phénomène de weekending dans les forces navales, c'est-à-dire où le militaire est au travail à l'extérieur pendant la semaine sur le bateau et revient à la maison les fins de semaine. Donc, c'est les 2 seules études qui nous parlent du fonctionnement coparental. Donc, ça nous a intrigués de pouvoir aller un peu plus loin là-dessus pour bien comprendre comment ces familles arrivent à s'organiser, comment on arrive à ce que le papa militaire ait toujours sa place comme parent dans la famille. Et la relation coparentale, pour ceux qui ne seraient pas dans ce domaine, on définit ça comme la relation de collaboration et de coordination ou de non-coordination, si on veut, entre les adultes qui sont conjointement responsables d'un enfant. Donc, ce n'est pas limité aux parents biologiques de l'enfant, ça peut inclure d'autres adultes qui sont en cause, mais le plus souvent, il s'agit des 2 parents de l'enfant. Puis, ça se définit en fonction de la qualité du soutien mutuel qui s'offre dans leur rôle de parent, comment ils s'épaulent, ils se valorisent, ils s'encouragent, comment ils s'organisent autour de la division des tâches, non seulement comment ils sont partagés, mais aussi l'accord qu'ils ont, à quel point ils estiment que c'est équitable, ils en sont satisfaits. L'accord éducatif, c'est-à-dire d'arriver à s'entendre sur des principes éducatifs, sur des stratégies de discipline, sur les valeurs qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Et un autre aspect de la relation coparentale qui est assez crucial, assez central, ce qu'on appelle la gestion des relations, c'est-à-dire comment les coparents gèrent ensemble leurs conflits, leurs désaccords, arrivent à prendre des décisions ensemble qui évitent d'exposer l'enfant ou d'impliquer l'enfant dans le processus décisionnel, dans les conflits, et qui arrivent à avoir un équilibre dans les relations parent-enfant, c'est-à-dire que chaque parent a sa relation quand même, a son accès à l'enfant, une place dans la vie de l'enfant, et que chaque parent est engagé. Donc, la coparentalité, c'est tout ça. Et pourquoi on s'intéresse à la relation coparentale? Bien, parce que dans la population générale, pas au sein des familles militaires, mais dans la population générale, la recherche est assez éloquente et convaincante par rapport au fait que c'est quelque chose c'est presque une pierre angulaire, si on veut, de la famille. C'est un déterminant important de plusieurs facettes de la vie des membres de la famille. C'est un déterminant crucial pour le bien-être et l'ajustement psychosocial de l'enfant et de tout enfant à tout âge. On parle de petite enfance jusqu'à l'adolescence et dans toutes les configurations familiales. Donc, ça a été démontré que ce soit en situation où les parents sont en couple ou en contexte de séparation. C'est aussi un déterminant important du bien-être, de la santé mentale et du stress parental et de la satisfaction conjugale des parents. Donc, il y a des répercussions pour les parents individuellement de la qualité de cette relation coparentale. Ça joue aussi sur la qualité des interactions parent-enfant. Donc, s'il y a une relation coparentale plus conflictuelle, moins collaborative, ça peut nuire à la relation ou les interactions parent-enfant, que ce soit pour un des parents en lien avec l'enfant ou les 2. Et c'est aussi un déterminant très, très important de la relation que le père développe avec son enfant, de l'engagement que les pères ont auprès des enfants, qui est fortement lié à la relation coparentale. Donc, pour toutes ces raisons, il est important de s'intéresser à la relation coparentale. Donc, pour notre projet de recherche, on a recruté des parents, des individus qui étaient parents dans une famille militaire biparentale. Donc, on s'est centré sur ce type de construction familiale, type de configuration familiale, où il y avait des enfants de moins de 12 ans.
donc dans la période petite enfance et âge du primaire. Ils ont été recrutés par Facebook par un partage des centres de ressources des familles militaires qui ont été d'une aide très précieuse et des listes de distribution courriel qui nous ont permis de rejoindre les familles visées. On a une première phase qui impliquait de remplir un questionnaire en ligne et auquel on a eu des participants très variés, des pères militaires, des mères civiles et aussi des mères militaires. Et par la suite, on a invité certaines personnes à réaliser une entrevue par visioconférence. Donc, on a 15 pères militaires et 15 mères civiles qui étaient respectivement en couple avec une mère civile ou un père militaire. On les a invités à nous accorder une entrevue. Donc, je vous présente les résultats. La première phase du projet, le questionnaire en ligne, avait pour objectif de nous aider à comprendre c'est quoi la qualité de la relation coparentale dans nos familles militaires. Donc, la qualité de la relation coparentale, selon nos participants, elle est plutôt bonne. En fait, on observe un score moyen de 4,6 sur une échelle de 0 à 6, qui nous suggère qu'elle est très bonne à excellente dans la majorité des familles qui ont participé. On a comparé aussi les perceptions qu'en avaient les pères et les mères, qu'ils étaient militaires ou civils, pour constater qu'il y avait très, très peu de différence, qu'ils avaient une vision assez similaire, peu importe qui ils étaient. Ensuite, on s'est intéressé à savoir s'il y avait des facteurs importants, des éléments caractéristiques de la vie militaire qui pouvaient nuire à la qualité de la relation coparentale. Et on a constaté que dans cette étude quantitative, on n'arrivait pas à expliquer la qualité de la relation coparentale par le nombre d'absences, la durée des absences dans la dernière année, le nombre de mutations qu'ils avaient vécues. Donc, il n'y avait pas de lien significatif. On voyait par contre que c'était associé à la qualité de la santé mentale et physique des parents, au stress parental, à la satisfaction conjugale. Donc, ce qu'on voit dans les familles en général, dans la population générale, mais ce qui caractérisait la vie militaire ne semblait pas affecter la qualité de leur relation. Ce qui nous amène à pourquoi on a fait ces entrevues, c'est que là, on a un portrait à un moment précis qui nous dit que la vie militaire ne pose pas problème. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, on doit comprendre le processus par lequel et comment les familles répondent à ces événements de vie, comment ils s'adaptent. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire nos entrevues. Donc, dans ces entrevues, on a posé des questions sur les défis qu'ils avaient vécus. On a posé des questions sur la relation coparentale de manière générale et en lien avec les absences, puis aussi sur les stratégies qu'ils avaient employées pour y faire face. Donc, pour comprendre comment ils faisaient face à la vie militaire. Puis je dois souligner là, mes collaboratrices, Geneviève Mercier, Joanie Mercier, qui ont aidé là, dans la réalisation de cette étude, qui en ont fait leur mémoire au doctorat. Ce que la recherche nous dit, c'est que, ce que les participants nous ont dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis qui ont été amenés par les absences. Les absences qu'ils ont vécues ont amené des enjeux au niveau de devoir gérer les incompréhensions de l'enfant, leur réaction à l'absence du parent militaire, du père militaire. Ça amène une augmentation de la charge parentale à la mère, avant, pendant et après l'absence, qui doit compenser pour le temps que le père militaire doit investir là, au travail. Ça amène une certaine distance du père avant le départ qui crée des difficultés et des problèmes, des difficultés aussi à s'engager pendant l'absence au niveau de l'incapacité d'être physiquement présent, mais aussi du maintien du lien par-enfant posait défi. Au retour, on voit que de réintégrer la vie familiale pose un défi. Puis aussi de reconnecter au plan affectif avec les membres de la famille. Puis que cette reconnexion-là pouvait être encore plus difficile à faire si les défis rencontrés avant et pendant l'absence avaient été mal gérés, selon ce qu'ils nous ont dit. Mais l'absence complexifie aussi d'autres éléments en lien avec la vie scolaire des enfants. S'il y a des enjeux, bien là, ça devient encore plus difficile à gérer. Si on a l'arrivée d'un enfant, soit une naissance ou une adoption, des problèmes de santé de l'enfant, ça complexifie aussi l'entente sur le partage des tâches et des responsabilités avant et après l'absence prolongée.
Puis on voit que nos parents ils nous mentionnent qu'il y a des facteurs qui jouent sur leur relation coparentale, leur capacité à exercer la coparentalité, s'il y a des enjeux de santé physique et mentale des parents qui sont avec lesquels ils composent, s'ils rencontrent des obstacles à communiquer ou, de manière générale, des facteurs qui sont propres au contexte militaire, au fait que c'est imprévisible. Des fois, il y a des enjeux de dangerosité, des mutations qui peuvent s'ajouter en surplus et des absences. Donc, ce n'est pas de tout repos. Dans notre enquête, on a aussi posé des questions plus larges parce que jusqu'à présent, les recherches étaient intéressées uniquement aux absences. Puis quand on leur a posé la question, bien, les parents ils nous rapportent que oui, les absences et tout type d'absence, même si c'est de courte durée, quand elles sont fréquentes, ça peut nuire à leur capacité à se soutenir, à s'entendre sur la division des tâches et aussi à gérer là, les relations au sein de la famille et la collaboration coparentale. Les mutations ont aussi une conséquence potentielle sur tous les aspects de la relation coparentale, mais les enjeux liés à la carrière du militaire, les exigences de la vie militaire au quotidien, mais aussi les attentes qu'on a dans la progression de la carrière. Et la culture et les valeurs militaires, ils nous ont dit que ça pouvait jouer dans rendre plus difficile l'atteinte d'un accord au plan de l'éducation, au niveau de la discipline des valeurs. Certains disaient, ben, papa, il s'attend à ce que nos enfants soient le parfait petit militaire, ou à l'inverse, il prend tellement congé de la vie militaire quand il est à la maison qu'il n'y a aucune discipline. Donc, il y avait un peu des difficultés à ce niveau-là. Et des enjeux indirects qui découlent des problèmes de santé du militaire qui ont été abordés, de l'emploi de la mère civile qui devient plus difficile ou pour lequel on a besoin de faire plus de sacrifices pour compenser les attentes liées à la vie, au travail du paramilitaire. Les enjeux financiers ont été évoqués. Puis aussi, certains nous ont dit qu'il n'y avait pas d'aspect négatif. En fait, ils ont souligné des éléments très positifs pour la place du père, la capacité à être en relation avec ses enfants, surtout par le fait qu'il y avait peut-être accès à des congés particuliers, des vacances plus longues, des choses qu'ils voyaient qu'ils n'auraient peut-être pas eues dans la vie civile. Maintenant, je tombe dans le plus croustillant. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que ce qu'on voit, c'est que nos familles militaires qui nous ont parlé, elles ont une bonne relation, une bonne qualité de relation coparentale, et c'est parce qu'ils ont travaillé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier, si on veut, aux défis qu'apportaient les absences? Bien, c'est sûr qu'on a des mamans, surtout, qui nous rapportent avoir fait appel à des stratégies qu'on a appelées solo-parentales, c'est-à-dire qu'elles ont géré toutes seules les enjeux, les décisions, qu'elles ont un peu, que le père a été mis de côté, que ce soit pour la continuité, pour éviter qu'il y ait des conflits, pour tout simplement trancher quand il y en avait, par convenance automatique ou frustration. Donc ici, on parle de l'absence de relation coparentale, d'une suspension de la coparentalité. Mais il rapporte quand même plusieurs approches, plusieurs stratégies de collaboration en lien avec plusieurs facettes de la relation coparentale. Ils rapportent faire des efforts pour trouver des moyens de se soutenir mutuellement, de prendre le point de vue de l'autre, puis de l'appuyer, de le valoriser, de partager de l'information, donc de décider qu'est-ce qu'ils partagent ou qu'est-ce qu'ils ne partagent pas. Donc, il n'était pas une question de tout se dire, mais de faire des choix judicieux en lien avec les absences, de dire qu'est-ce qu'on se dit, quand est-ce qu'on se le dit aussi. Donc, les communications avaient un rôle assez important là, dans le maintien de la relation coparentale, c'est-à-dire comment on se dit les choses, par quelle voie de communication, mais aussi qu'est-ce qu'on se dit. Donc, c'était rapporté. Il parle beaucoup de planifier comment les lignes directrices en général de la parentalité, s'entendre à l'avance pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas pour nous comme coparents, de sorte à ce que les décisions qui peuvent être prises en l'absence du parent militaire, elles sont quand même conformes à la façon qu'ils ont de voir la relation coparentale, de prévoir le fonctionnement au départ, au retour, de se donner des outils, des ressources
pour avoir cette relation, pour maintenir leur relation. Aussi de faire appel à des ressources externes pour aller chercher des informations, des avis, des idées, d'utiliser les ressources pour avoir des congés, pour faciliter beaucoup la reconnexion après une absence, que le père reprenne sa place dans la famille. Ils ont évoqué l'aide reçue des services, comme les centres de ressources pour les familles militaires, de leur réseau, mais aussi différents experts en lien avec des problématiques rencontrées. Mais plus largement, pour faire face aux enjeux de la vie militaire, ce que les parents nous ont dit, c'est qu'ils devaient mettre un effort pour valoriser et favoriser l'engagement paternel. Donc, ils faisaient des efforts supplémentaires pour assurer le maintien de contact, d'une connexion du père avec l'enfant, de valoriser sa relation avec l'enfant et souvent avec la part de la mère qui devait investir pendant l'absence, mais aussi à différents moments de faire de la place à papa, de même se retirer. Certaines nous ont dit ne même pas répondre aux demandes des enfants, puis de vraiment laisser papa prendre la place. Donc, de communiquer entre eux, d'assurer que le papa est toujours impliqué dans la situation familiale, qui est toujours au fait de ce qui se passe. Ils ont mis des efforts à promouvoir leur accord, à assurer une prise de décision à commune. Donc, ils nous parlent de prévoir la relation coparentale entre eux, d'investir là-dedans. Certaines nous parlent, c'est surtout les mères qui disaient qu'elles ont modifié leur façon de penser, qu'elles essaient de voir le positif qui est dans leur situation familiale, de donner un sens à certaines choses qu'elles font, à des sacrifices peut-être qu'elles ont fait au niveau du travail pour répondre aux besoins de la famille, mais aussi pour soutenir la place de leur conjoint. Certaines disent maintenir leurs attentes ou s'être résignées. Donc, ça, c'est vécu plus de manière négative. Les parents nous parlent également d'aller chercher du soutien externe pour compenser. On a un papa qui avait appelé sa maman pendant une absence, qui a dit « Veux-tu aller donner un coup de main? » Mais en général, d'aller chercher des ressources pour bien s'informer puis pour bien orienter ses choix parentaux. Et une chose qu'on a vue dans nos familles, c'est qu'il s'est dégagé une typologie de différentes façons dont ils adaptaient la dynamique coparentale. Donc, on a dégagé 4 grands modèles d'adaptation de la dynamique coparentale qui semblent vraiment caractérisés par cette situation particulière de vivre des absences et retour à la famille. Donc, le premier, c'est un modèle de solo-parentalité où le père adopte un rôle passif dans la famille, puis c'est la mère qui assume tous les rôles parentaux pour éviter qu'il y ait des changements. Évidemment, ça a des répercussions. Ça éloigne le père des enfants, ça minimise ses possibilités d'engagement auprès des enfants. Donc, c'est peut-être pas une solution qui est optimale si on veut valoriser l'engagement des pères. Par contre, on a 3 autres modèles qui font une place adaptée au père dans la relation coparentale, où on a une coparentalité hiérarchisée, si on veut, où la mère est un peu comme le PDG de la famille et le père va être son vice-président. Donc, il a un rôle actif, mais il est consultant ou il est subordonné à la mère. Il offre un soutien dans la prise de décision, dans les émotions, dans le matériel, mais vraiment en appui à la mère. Donc, mais c'est elle qui est à l'avant-plan. Une coparentalité collective où chaque coparent contribuent de manière flexible et équitable, comme en fonction de ce qu'ils sont capables de faire à la prise de décision. Ils s'ajustent continuellement dans leur rôle. Puis, le dernier modèle qu'on a vu, c'était une coparentalité à relais, où ils vont, à différents moments, alterner qui est le PDG, si on veut, qui a la charge mentale de la gestion de la famille. Et donc, ça peut être pendant une absence, ça va être la mère, mais au retour d'une absence, le père va prendre le relais pour compenser la monoparentalité. Qu'est-ce qu'on voit de notre étude? Bien sûr, il y a certaines forces très intéressantes de par notre approche mixte avec notre questionnaire quantitatif, puis nos entrevues. On a pu mieux comprendre le processus. On a une idée du portrait que la relation coparentale se porte bien, mais avec beaucoup d'efforts de la famille. Et c'est la première étude qu'on a au Canada auprès de pères et membres des forces armées et des conjointes pour étudier la coparentalité. Donc, d'avoir les 2 perspectives, c'est une force particulière. Puis aussi, je vous en ai pas parlé, mais on a réussi à aller chercher des militaires issus de différents commandements au sein des forces armées. Donc, on a une variété de participants.
Évidemment, on s'est limité à la période de 0-12 ans, où les enfants ont des besoins de soins plus importants. Puis, dans notre échantillon, c'est surtout des militaires de la force régulière là, qui sont participants ou conjoints de nos participants. De par notre approche qualitative, on s'est limité à faire des entrevues avec des francophones et aussi, on a choisi la configuration familiale par militaire et mère civile qui, comme on le sait, représente 59% des familles. Donc, une réalité qu'on n'a pas bien saisie, que ce soit des familles recomposées, des familles séparées. Donc, on n'a pas bien saisi là, cette réalité qui sera à investiguer dans l'avenir. Puis aussi, les enjeux de troubles de stress post-traumatique ou de blessures de stress opérationnel ne sont pas bien représentés dans nos résultats parce qu'on avait une conjointe d'un militaire qui avait un trouble de stress post-traumatique dans notre échantillon. Donc, les conclusions. Il y a divers aspects de la vie militaire qu'on voit qui mettent au défi la relation coparentale et la vie familiale. Mais, comme je le disais, les couples emploient beaucoup de stratégies pour y faire face et faire preuve de résilience. C'est ce que ça nous montre. Et ces différentes stratégies, elles peuvent favoriser le maintien de la relation coparentale. Parfois, il y a des stratégies plus solo-parentales qui peuvent compromettre la relation coparentale à long terme, mais la plupart des familles faisaient appel à des stratégies qui étaient plus collaboratives de la coparentalité. Puis tout ça, ces résultats, ils ont des retombées importantes pour l'éducation et l'intervention auprès des familles militaires. De comprendre pour les familles qui ont plus de difficultés qu'il y a peut-être d'autres alternatives, qu'il y a d'autres stratégies qu'elles pourraient faire appel pour mieux soutenir l'engagement des pères, mieux soutenir la place des pères dans les familles militaires. Si je dirais, avant de passer la parole à mon collègue Mathieu, pourquoi c'est important de soutenir la relation coparentale? On le voit parce que ça a des retombées pour toute la famille. Et il faut savoir que les intervenants dans différents milieux ont un rôle important à jouer pour valoriser la contribution de chaque parent, valoriser le travail en équipe des parents et l'inclusion des pères dans les familles militaires, mais dans toutes les familles en général. La recherche nous dit que les formations qu'on offre, les interventions directes qu'on fait pour rehausser la coparentalité, elles vont se centrer sur 3 grands éléments. Qu'on va aider les coparents à gérer leurs conflits parentaux, à trouver des stratégies pour résoudre les problèmes ensemble et communiquer de manière efficace. Ça, c'est probablement le levier, le point d'entrée pour aider à développer une bonne relation coparentale. La recherche en général nous dit qu'il y a des périodes cruciales auxquelles on s'est attardé. Une période périnatale, c'est-à-dire quand on devient parent, on établit sa relation coparentale, mais aussi au moment d'une séparation conjugale, où là, on a à redéfinir sa relation coparentale. Notre recherche avec les familles militaires nous dit qu'il faut s'intéresser à comment on adapte la coparentalité en lien avec les absences, mais de tout type. Donc, les absences prolongées, mais les absences aussi répétées à court terme. Et il faut considérer, c'est important de prendre en compte les enjeux qui sont propres à la réalité de nos familles militaires. Sur ce, je passerai la parole à Mathieu. Merci. Vraiment, un bon 30 minutes bien rempli que tu viens de... On avait assisté à la présentation de cette recherche-là en janvier, puis nous l'avait faite en 2h30, 3h, fait que c'est super que c'est bien... très bien fait ça en 30 minutes. Merci de l'invitation pour aujourd'hui. J'ai assisté à plusieurs webinaires du regroupement de la santé et bien-être des hommes par le passé. Bien là, c'est moi qui est là, fait que c'est super agréable pour moi. Donc, mon objectif, je vous dirais, pour les 10 prochaines minutes qui nous restent, c'est si vous pouvez avoir une bonne idée de nos services du Centre de ressources Famille militaire Valcartier, c'est sûr que ce serait mon objectif principal, que dès que vous côtoyez un militaire durant votre travail, vous pensez à nous et à ce qu'on peut faire pour les soutenir. Donc, je vais me présenter un petit peu avant de commencer. Moi, c'est Mathieu Bouchard, je suis intervenant au Centre de ressources depuis 10 ans. J'ai eu plusieurs rôles, autant auprès des ados, des jeunes, en périnatalité, coordonnateur à l'action bénévole, superviseur. J'ai eu plein de chapeaux différents, mais il y en a un qui m'a suivi vraiment tout le long de ces 10 ans-là. C'est le volet des paternités, pères au sein du Centre de ressources. Donc, ça a vraiment débuté il y a environ 10 ans.
Fait que c'est un petit peu ce que je vais aborder également, comment on est venu à spécialiser un petit peu certains services par rapport au père, puis où on en est aujourd'hui également. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ben, on est un organisme à but non lucratif. C'est un centre de ressources. Nous, on dessert vraiment toute la population de Québec, quasiment jusqu'à les îles de la Madeleine, Rimouski, tout ça. Donc, ça, c'est notre clientèle, se situe là. Évidemment, à Québec, c'est là qu'il y a la grande majorité de notre clientèle. La base militaire à Valcartier, c'est une des plus grosses bases opérationnelles au Canada. Donc, ça vient avec énormément de militaires. On parle environ de, je sais pas les chiffres exacts, là, mais 3000 militaires actifs, là, je pense, dans notre base. Puis pour vous donner un contexte, dans 3 mois environ, il y a 1500 de ces 3000-là qui vont être déployés en Lettonie. Donc, ça fait tout son sens que vous connaissiez nos services parce que ces 1500 militaires-là, ils sont dans vos services, dans les hôpitaux. Là, je parle également des familles. Là. Donc, ça va avoir un impact sur énormément de gens qu'on est là pour ça. Puis, il y a également d'autres centres de ressources à travers le Canada. Il y en a environ une trentaine. Si on se concentre plus au Québec, il y a également, je pense que j'ai vu là, connecter des collègues de Bagotville, du centre de ressources, puis il y en a également à Montréal. Donc, on se partage toute cette belle clientèle-là pour le Québec. C'est parfait, tu peux changer de diapositive. Donc, je vais faire un survol rapide des services qu'on offre. On est à environ 65 employés, donc il y a beaucoup de vie ici, beaucoup de services. On touche quasiment le 0 à 99 ans. Je vais y aller. Je vais y aller rondement, mais pas tant que ça. Puis, par après, là, je vais faire comme un petit vignette clinique d'un papa typique qui vient dans nos services. Puis après ça, je vais vous parler des services plus spécifiques. Mais tu peux revenir encore, je vais quand même lui. Merci. Il change les diapos, il change tout seul. Je sais pas. Ah, mais oui, il veut que j'aille plus vite. OK. Parfait. Donc, on a le soutien lors d'absence et de mutation. Actuellement, c'est mon rôle principal. Donc, on prépare les familles et le militaire au déploiement qui s'en vient ou, comme l'a dit Tamara un peu plus tôt, il n'y a pas juste des déploiements de 6 mois, il y a des absences constantes. Une famille qui pourrait ne pas vivre le déploiement, mais pourrait quand même vivre l'absence de son militaire pendant 4, 5, 6 mois dans une année, même sans déploiement. Donc, on les soutient à l'année longue. Puis tout ce qui est aussi mutation. Donc, les familles qui s'intègrent à Québec ou qui vont devoir quitter d'une autre province. Donc, on a beaucoup à les accompagner par rapport à l'isolement. Ils vont perdre leur famille, les amis, ou ils vont tout simplement arriver ici puis ils ne parlent pas un mot français. Donc, ça fait partie des trucs qu'on va les accompagner. On a un service de garde, service à l'enfance 0-5 ans. On a une intervenante aussi qui fait des groupes par enfants, tout ça. Service à la jeunesse, on a une maison de jeunes. Donc, tout ce que je nomme là, c'est accessible ici au centre de ressources à Valcartier. Puis, c'est c'est pas grave. Puis, c'est 99% du temps gratuit. Ça vaut quand même la peine de le mentionner. Puis, c'est pour militaires, vétérans, réservistes et leurs familles. Puis, il y a aussi dans certains cas, même des civils de la ville de Shannon, tout ça. On a un soutien à l'emploi et à l'éducation. On a plusieurs conseillers d'orientation ici pour accompagner justement, principalement, c'est la conjointe qui justement, qui arrive par exemple d'Ottawa, qui doit changer de travail, faire son CV en français. On peut les accompagner là-dedans. Puis, programme pour les familles de vétérans, on les soutient même une fois sortis des forces, les services se poursuivent, c'est super important pour nous. L'action bénévole et activités communautaires, bien ça, c'est la vie un peu du centre de ressources, le fait qu'on est justement un établissement communautaire, puis il y a des groupes de familles à tous les jours ici, puis ceux qui créent des activités, tout ça pour la communauté militaire. On a un gros volet aussi en intervention psychosociale. On a des techniciens en éducation spécialisée qui utilisent les parents dans une optique réalité de vie militaire. Donc, si par exemple, les enfants, leur comportement est super chamboulé par rapport à une absence, on va les outiller par rapport à ça. On a aussi des travailleurs sociaux qui accompagnent mille et une raisons, mais encore une fois, il faut que ça soit en lien avec la réalité militaire. Parfait. Donc là, je vais y aller avec
un typique père qui va venir nous voir au centre de ressources. C'est sûr que c'est pas romancé, je pense que c'est pas mal spot on, comme on dit. Là, on est en plein dans le classique. Donc, M. Tremblay est officier dans les Forces armées canadiennes. Il se présente à une rencontre d'accueil pour parler de sa situation et trouver des ressources. Monsieur revient d'une mission de 6 mois en Lettonie. Il a 3 enfants, Maxime, Annie, Clara. Monsieur a été absent à plusieurs reprises de la maison. Restriction imposée de 3 ans à Gagetown. Je vais refaire une petite parenthèse sur restriction imposée. Tu en as parlé un petit peu tantôt, Tamara, mais pour vous donner une idée plus concrète de ce que c'est généralement ce qu'on va voir. C'est par exemple une famille ici qui est basée à Valcartier. Le père, il reçoit comme nouvelle qui est postée à Saint-Jean, proche de Montréal. La famille dit « on ne veut pas déménager, les enfants sont bien à l'école, mon plus jeune est autiste, il y a déjà des services, c'est bien situé, si on déracine tout ça, ça va être difficile. » Donc, le militaire décide d'aller travailler à Saint-Jean sans sa famille. Donc, c'est une restriction imposée. Généralement, ça dure 2 ans, mais il peut revenir les fins de semaine, ça. Après, ça dépend de l'endroit où il a été posté. Mais ça, c'est le plus classique. Puis, ça, c'est bon. Cours exercice. Sa demande initiale est la suivante. Il souhaite obtenir un suivi pour sa fille Clara, qui fait de grosses crises depuis son retour. Généralement, il va vouloir qu'on parle à sa fille, qu'on intervienne avec elle, mais nous, on trouve ça beaucoup plus important d'outiller le parent pour qu'il lui-même puisse avoir les outils pour être avec sa fille et que ça se passe bien. Donc là, ça nous amène à les services au père. 41, OK, ça va être correct. Ça fait environ 10 ans qu'on a commencé à offrir une offre de service un peu plus spécifique aux pères. C'est justement issu du fait que les pères, des fois, ils partent justement des 6 mois, des longues périodes de temps. Il y a comme un peu ils peuvent se déconnecter un peu émotionnellement. Le lien est plus difficile à ce moment-là. Puis on s'est dit, on va essayer de trouver des moments clés en main avec des intervenants présents pour qu'un père et ses enfants puissent profiter d'une activité. Pour vous donner un exemple, une de nos plus populaires, c'est la pêche sur glace. Une fois dans l'année, on invite les pères et leurs enfants à venir pêcher sur la glace. On a une 60aine de pères, une 100aine d'enfants. Puis après ça, c'est également un super beau moment entre eux qui discutent, parlent de leur réalité, puis reprennent un peu leur rôle de père en main d'une zone de confort où c'est encadré avec des intervenants également. Parce que le retour de déploiement, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple aussi, autant au niveau du couple, du travail, des amis, de la famille. Donc, c'est un peu issu de ce besoin-là qu'on s'est dit, là, il faut vraiment un volet au pair. On a également essayé de créer des groupes de discussion pour les pairs, dépendamment des cohortes. Des fois, ça pogne un petit peu plus, des fois moins. C'est des choses qui arrivent aussi. Mais ça leur donne une plateforme pour justement parler entre eux de leur réalité de père. Ils vivent les mêmes défis que les autres pères civils, comme on dit. Mais on rajoute justement tout ce qui est défi de réalité militaire. Dans environ 2 ans, j'ai travaillé avec une infirmière du Jeffrey Hale. On donne des cours prénataux depuis un bout ici. On a implanté un volet plus par rapport au père. Donc moi, je vais souvent partir avec les papas pendant une petite heure. Puis on va regarder justement pendant les cours prénataux comment ils voient ça. Ça, c'est rien de nouveau, mais on a quand même mis un module complet sur pied qui est spécifique à la réalité militaire où on aborde justement ce que Tamara présentait aujourd'hui, les enjeux, les absences, puis de quoi ça a l'air justement avec leur futur rôle de parent, comment ils prévoient ça. C'est quoi les trucs qu'ils peuvent faire. On a beaucoup travaillé sur une sorte de continuum de service où moi, je suis présent dans ces cours prénataux-là pour que les futurs pères puis les conjoints, ben, ils associent aussi un intervenant puis que rapidement, ben, par après, une fois que l'enfant est né, ben, ils peuvent continuer à venir au centre de ressources, avoir un visage qu'ils connaissent. Puis après ça, il y a d'autres petits services qui peuvent s'implanter justement. Par exemple, ce matin, je parlais à un père d'un bébé de 5 mois qui va être déployé en juin. Donc, on a beaucoup discuté justement sur
son absence, son rôle de père, comment il peut justement continuer à aider sa conjointe, rester père. Il y a beaucoup de travail qu'on fait dans ce sens-là. Puis également, on l'offre en ligne, généralement. Notre clientèle, c'est ça, mais est souvent absente. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai déjà donné un cours prénatal en ligne où un père qui était en exercice s'était connecté sur son téléphone. Il était dans des tentes militaires, entouré de d'autres militaires, mais il restait 2 heures avec nous. Ça lui a permis de suivre justement ce cours prénatal-là, chose qui n'aurait pas été possible si on l'avait fait en présentiel. Accompagnement pour déploiement ou mutation, c'est pas mal ce que je mentionne, mais on rencontre chacun des 1500 militaires qui vont être déployés là, cet été, ben on a un contact avec eux. Dès qu'ils ont des enfants, on essaie d'aborder avec eux leur relation, comment ils vont annoncer ça à leurs enfants, c'est quoi leur plan par rapport à le maintien du lien. Donc, ça, c'est super important pour nous de maintenir ça. Puis les 2 derniers points, c'est plus en lien, justement, on a formé notre personnel à comment bien intervenir avec les hommes, avec les pères. Puis on essaye le plus possible aussi d'adapter nos outils promotionnels, nos publicités pour qu'il y ait des pairs. Parce que notre organisme, presque tout type d'organisme communautaire à but non lucratif a un peu un aura féminin. C'est souvent des intervenantes. Puis le CA, c'est souvent des femmes aussi. Donc, on essaye le plus possible d'avoir un milieu qui est accueillant également pour les pairs. Puis ça fonctionne. On a plusieurs clientèles que c'est des hommes. Donc, depuis les 10 dernières années, ça a quand même porté fruit de développer ce volet-là. Donc, je l'ai fait assez rapidement. Il était 46. Là, on vous laisse garder du temps pour des questions. C'est sûr que moi, je reste ici si vous avez des questions sur plus spécifiques à moi, puis sur mon rôle, puis sur le centre de ressources. Puis aussi Tamara qui est là si vous aviez des questions pour la recherche plus spécifiquement. Écoutez, Tamara, voulais-tu rajouter quelque chose avant la période de questions? Ça va. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant de vous entendre puis de voir comment les familles s'ajustent à la vie militaire, voir aussi les services qui sont offerts par le CRFMV. Alors, merci beaucoup, Tamara. Merci, Mathieu. Alors, on serait maintenant rendu à la période de questions. Il nous reste un petit 14 minutes pour les questions. Alors, vous pouvez poser vos questions à nos chercheurs, nos intervenants, soit dans l'onglet « Conversation par écrit » ou vous pouvez également lever la main. On va vous donner la parole pour poser vos questions directement. Alors, allez-y. Ne soyez pas gênés. Alors, on a une main levée ici. Sarah Joannette, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre caméra et votre micro pour prendre la parole? Sinon, je vais... Super. Juste un petit instant, je pense que je vais tenter de vous ouvrir votre micro. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, là, je vais tenter de le faire moi-même. Je vais demander à mec. Super, merci. On n'entend pas Liliane. Maintenant? Oui, super, merci beaucoup. Bien, premièrement, merci beaucoup. Sarah, je suis au Sentier à Dorval, donc nous, clientèle vétérane. Dans le fond, Mathieu, tantôt, tu parlais d'activités pêche sur glace. Moi, ça l'a fait comme « wow ». Puis je me demandais, est-ce que c'est des activités qui sont offertes aux vétérans aussi? Oui, tous nos services sont offerts aux vétérans également. Il n'y a pas de distinction, puis ils sont la bienvenue. Ouais. C'est ça, tantôt, c'était comme il y a beaucoup de préparation par rapport au déploiement et tout, mais dans le fond, les services, ils restent offerts là, at large. Oui, il n'y a pas de tout ce qui est groupe père-enfant, tout ce qui est accompagnement. Là, c'est sûr que là, dans mon rôle, déploiement et mutation, ça touche un peu moins les vétérans. Mais oui, ils ont accès au TS, au TES, s'ils ont besoin d'accompagnement par rapport à leur rôle parental. Oui, sont les bienvenus. Parfait. Fait que moi, je vais pouvoir comme t'envoyer un courriel pour avoir accès à cette information-là.
Oui, puis là, je suis allé assez rapidement, mais on a un volet vétéran plus étoffé que ce que j'ai mentionné, là. Donc, écris-moi, puis je pourrais te donner justement l'explication un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qui est disponible. Oui. Super. J'avais une deuxième question, Edith, pour Tamara. La présentation que vous avez présentée, est-ce que c'est possible de l'avoir en PowerPoint? Oui, le PDF, il va être partagé, là, l'ensemble des présentations, il va être partagé. Puis on est en développant aussi de matériel là, pour aider les intervenants, des choses qui sont plus adaptées, qui pourraient être partagées avec les familles, donc quelque chose de plus simple. Donc ça va arriver dans le courant de l'été, puis on va le faire circuler. Super, bien merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. On va faire suivre en effet là, le PowerPoint de la présentation par courriel à la suite de la présentation. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, soit par... vous pouvez lever la main. Oui, on a d'autres mains levées. Alors, j'essaie de voir. Chantal Potier du SUS de la capitale nationale. Ça serait... Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, ma question. Merci, M. Bouchard, pour les informations. Ça va m'être très utile. J'ai quelques papas militaires dans mes suivis, donc ça va m'être très utile. Ma question s'adresse plus à Mme Pierce pour la recherche. Votre échantillon était quand même, vous n'avez quand même pas 3000 militaires là, dans votre recherche. L'échantillon est quand même restreint. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez volontairement éliminé pour des raisons scientifiques des familles peut-être homoparentales ou des couples homoparentaux? On n'en a pas eu. Vous en aviez? Dans l'étude quantitative, il n'y avait pas de restriction. Okay. C'était possible là, de répondre, mais on n'en a pas eu. Il y avait 159 participants là, dans l'étude quantitative, puis il n'y en a pas. On avait des couples, c'était des gens qui étaient en couple avec des militaires, ça on en avait. Puis on avait des mamans militaires là, qui n'ont pas fait l'objet des analyses, des entrevues par la suite. C'est sûr que c'est une réalité qui est peut-être moins fréquente au sein des forces armées. C'est ça. Peut-être d'en avoir dans l'échantillon, mais ça aurait été intéressant de voir si la réalité de ces parents-là était différente des familles hétéros. Ça aurait été tout à fait. Je vous dirais, ce fut un défi de recruter ceux qu'on a réussi à obtenir sur une période de 2 ans. Donc, j'imagine que ce serait un défi de taille d'avoir un échantillon là, de familles homoparentales au sein des forces. Qui acceptent de participer. Je pense que ce serait... Ça viendra peut-être un jour. Peut-être. Mais merci, c'était très intéressant, les résultats de la recherche et les informations sur le centre de ressources. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Donc, je vous invite à poser vos questions, là, soit par écrit ou en levant la main. On va vous donner la parole. Donc, je regarde dans l'onglet conversation, on a des très bons commentaires, excellente présentation, merci beaucoup, très intéressant. Merci beaucoup pour... merci. Donc, on a des commentaires très positifs. Là, on vous remercie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste peut-être du temps pour 2 questions encore. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans l'onglet conversation vos questions. Alors, on aura une question de Nathalie Bouchard. Je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Donc, Nathalie Bouchard, la parole est à vous si vous êtes en mesure de le faire. Sinon, je vais demander à mes collègues de voir si c'est possible de vous donner accès. Là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la caméra là, si ce n'est pas possible pour vous. Oui, parfait. Je m'excuse, je ne trouvais pas mon micro. Ma question était pour M. Bouchard. Est-ce qu'il y a un service au niveau des familles militaires et des habitudes de consommation? Un petit peu moins, je vous dirais. Ce n'est pas notre expertise au niveau consommation. Généralement, on a des bons partenariats avec d'autres organismes. Puis il y a également un organisme sur la base qui s'appelle Promotion de la santé, qui ont un volet un peu plus en lien avec la consommation, puis c'est leur mandat à eux. Nous, dès que ça touche consommation, je vous dirais qu'on réfère vers des experts puis, dans ce domaine-là. On n'a pas forcément spécifiquement pour la consommation, on n'a pas de service par rapport à ça. Mais ils sont orientés, c'est ce que je comprends. Il y a un repérage, il est orienté aux besoins.
En tout temps, on accompagne, on a une intervenante pivot qui, elle, son rôle, c'est de faire des premières rencontres puis d'évaluer le besoin du client. Fait qu'après, que ce soit à l'interne ou à l'externe, on s'assure que ce client-là, ben, il ne tombe pas d'une craque. Puis, donc, on l'accompagne vers le bon service jusqu'à ce que le client soit satisfait. Parfait, merci. Merci pour votre question. Donc, on aurait une question de Maëlle Larouche. Je vous invite à ouvrir votre caméra, votre micro pour prendre la parole. Oh. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, donc je me demandais, là, autant dans la recherche que dans la ressource, là, est-ce qu'on remarque des observations sur l'âge des pères là, qui fréquentent la ressource ou qui ont participé à la recherche? Est-ce que c'est tendance plus jeune, plus facile à rejoindre quand ils sont plus jeunes, effectivement, ou c'est quand même assez varié là, dans les âges des pères? Ben, c'est sûr que nous, comme dans la recherche, il devait avoir des enfants de 0 à 12 ans. C'est sûr qu'on a un échantillon de pères. Là. Je me souviens pas trop des âges. Là. Je pense que c'est autour de la trentaine. Là, Donc, c'est pas mal. Moyenne, il me semble, c'était 35-36 ans, là, mais je pourrais me tromper, mais c'était dans des âges comparables avec la population. De notre côté, par expérience, je dirais que c'est du 25-35 en grande majorité. Après, on peut tomber. Il y a certains parents vétérans qui ont des enfants un peu plus vieux, qui ont peut-être misé plus sur le professionnel, puis qui ont des enfants plus tard. Ça arrive aussi, mais majoritairement 25-35. Merci. Merci pour votre question. On a une question par écrit. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une suite par rapport à la coparentalité des familles militaires en contexte de séparation? Donc, je pense qu'il y a une volonté d'avoir ce type de recherche et j'imagine que oui. Oui, je crois que ça fera partie des projets futurs. On en a d'ailleurs discuté quand on s'est rencontrés en janvier avec le Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Donc, ce serait une autre phase de recherche éventuelle parce que je pense que c'est une réalité qui mérite d'être explorée puis que l'aspect militaire doit nécessairement, Mathieu doit en voir, là, doit nécessairement compliquer là, Malheureusement, c'est du quotidien de notre côté. Des séparations, il y en a énormément. Puis ça complexifie énormément parce qu'il y a des pères, des fois, qui, justement, avec les absences fréquentes, ben, ne sont pas favorisés pour la garde ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que ça a un impact majeur. Oui. Est-ce que vous avez un accompagnement particulier pour les pères militaires en rupture amoureuse? Pas rien de spécifique qui est comme nommé ainsi, mais oui, on a des services dans notre équipe de psychosocial qui peuvent suivre justement ces pères-là, mais rien de nommé comme on en fait la promotion ainsi, non. Très intéressant, merci beaucoup. Donc, on comprend qu'il y a un contexte encore plus difficile. Il faut s'ajouter à la fois à la rupture amoureuse elle-même et également à la vie militaire. Donc, ça demande beaucoup d'ajustements de ce que je comprends de nos échanges puis de cette présentation-là, la vie militaire. Alors, on aurait peut-être du temps pour une dernière question. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, sachez que vous êtes la dernière ou le dernier chanceux qui va pouvoir poser une question, soit directement ou par écrit dans l'onglet « Conversation ». Alors, je vous invite à poser une question. Soyez pas gênés de prendre la parole. Oui, on aurait une question de Marie-Pierre Dussault. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra, si vous pouvez le faire. OK. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. En fait, moi, je travaille comme Sarah, là, on travaille pour un organisme qui s'appelle Le Sentier, qui fait de l'accompagnement pour les vétérans. Donc, nous, on voit beaucoup l'impact sur le après, tu sais, puis on a quand même des jeunes vétérans aussi. Fait qu'on voit l'impact sur les familles, les pères qui n'ont pas fait appel à vos services, tu sais, en contexte militaire. Puis les impacts sont assez significatifs, tu sais, au niveau de la famille. Puis quand on fait les interventions post-militaire, les pères se rendent compte à quel point que ça aurait dû être important d'aller consulter ou de s'impliquer, d'ouvrir la communication au sein de la famille. Tout tourne, je pense, autour de la communication au sein de la famille. Fait que je me demandais, le CRFM, est-ce que
je vous connais bien comme ressource, puis quand que je parle avec les vétérans, souvent le discours c'est « Ah, je connaissais pas vraiment le CRFM quand j'étais dans l'armée. » Fait qu'est-ce qu'il y a une stratégie de vous faire connaître plus, puis d'inciter en fait les familles où il y a un militaire en service, à aller consulter là, plus vous faire connaître pour justement, parce que je pense tellement que vous êtes une belle ressource, mais malheureusement qui est pas assez auquel les militaires vont pas chercher l'aide assez rapidement. Là. C'est un de nos plus grands défis, c'est de faire connaître Ouais. la ressource. Ça arrive tous les jours pratiquement, des familles qui disent « Mon Dieu, pourquoi je savais pas qu'il y en a qui habitent tout près d'ici, même les PMQ qu'on appelle, les résidences Ouais. pour les militaires, qui ne Ouais. connaissent même pas. Il y a certains moyens qui sont mis en place. Tout militaire qui est muté à Valcartier doit obligatoirement venir faire un IN chez nous. Mais après, c'est juste, ça dépend de leur cheminement dans leur vie. Des fois, Ouais. le IN de ce militaire-là se fait quand il y a 20 ans. Il reste 5 ans à Valcartier. Dans 5 ans après, ben, il devient père. Lui, il ne se souvient plus. Là, il avait 20 ans quand il est venu nous voir faire son IN, puis il voulait juste qu'on signe son bout de papier. Puis... Donc, il y a tout ce travail-là. Après, comme n'importe quel autre organisme, Facebook, Instagram, on essaie Après, c'est énormément du bouche à oreille. Donc, des partenaires comme vous qui en parlaient à votre clientèle, ça fait partie justement des solutions. Ouais. Ben, merci pour la recherche, surtout qui a été faite. Là, je pense que plus on va avoir de recherche, plus on va pouvoir avoir accès aux services puis faire connaître en fait là, les services. Fait que c'est ultra pertinent. Merci de développer ces enjeux. Vraiment, merci. Ben, merci beaucoup pour votre question, Marie-Pierre. Donc, écoutez, ça compléterait la période de questions. Pour terminer, j'aimerais, au nom des personnes qui ont assisté à votre conférence, vous dire un merci énorme, Tamara. Merci, Mathieu. Merci également pour le travail que vous faites de recherche. Merci, Mathieu, également pour le travail que vous faites d'intervention auprès des pères, mais aussi des hommes, là, des hommes militaires en difficulté. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant personnellement d'en apprendre plus sur le vécu des militaires et des enjeux là, qui les touchent, notamment dans le contexte de la paternité et de la coparentalité. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir.